Alors, ce qu'on vous présente aujourd'hui, c'est justement une présentation sur les parcours de transition des personnes trans et non-binaires. Un plan assez classique, donc on va vous parler de la méthode, l'analyse et les résultats. On va passer beaucoup plus de temps, bien évidemment, sur les résultats, vu que c'est ce qui nous intéresse. Alors, en ce qui concerne la méthode, on ne vous apprend rien sur le fait que l'enquête, on a récolté les données de septembre 2019 à août 2020. Pour répondre à l'enquête SAVI, il fallait avoir 18 ans et plus, résider au Québec, pouvoir lire le français ou l'anglais. Et on a récolté dans le fond, on a analysé les données de 583 personnes trans, non-binaires ou en questionnement. Et c'est l'analyse de ces personnes-là, des données de ces personnes-là qu'on va vous présenter. Ce qui nous intéresse comme variable, bien évidemment, c'est les données sociodémographiques et justement les données qui portent sur le parcours de transition. L'analyse, dans le fond, ce qu'on vous présente aujourd'hui, c'est assez descriptif, c'est assez préliminaire aussi là, comme analyse. Donc, ce qui a été fait, c'est une analyse de classe latente. Donc, qu'est-ce que c'est? Grosso modo, très, très brièvement, dans le fond, c'est en fonction des patrons de réponse. Donc, les gens, la façon qu'ils ont répondu dans le questionnaire, en fonction de leur parcours de transition, ils ont été divisés en 6 grands groupes. Donc, 6 un peu, on pourrait dire, des profils un peu types de genre de transition que les gens ont fait. Donc, on sait très, très bien que, bon, il y a une quantité infinie d'êtres trans et de faire sa transition. Mais on a pu quand même dégager 6 comme grands parcours un peu plus typiques. Faute de temps aujourd'hui, on va vous en présenter juste 3 sur les 6. Donc, comme vous voyez à l'écran, j'ai nommé assez sommairement là, les 6 groupes. Donc, on a un groupe qui était les personnes transbinaires mais en attente de chirurgie, qui représente 22 % de l'échantillon complet des 583 personnes trans non-binaires et en questionnement. On a des personnes qui sont en pré-questionnement, en questionnement, les jeunes non-binaires, les adultes binaires et affirmés, et en dernier, les adultes du mi-temps et aînés. D'ailleurs, petite erreur sur mon encadré, en fait, les personnes qu'on va vous présenter aujourd'hui, c'est en questionnement, jeunes non-binaires et binaires et affirmés. Désolé pour ça. Donc, on va commencer à vous présenter les données des groupes. Donc, dans le but de rendre ça un peu plus facile à comprendre, un peu plus digestible, je vous les ai présentés avec des cercles. Donc, plus le cercle est grand, plus ça veut dire que c'est prévalent et plus la couleur est un peu plus foncée également. Donc, ça va vous aider à comprendre un peu de quoi sont formés les groupes. Donc, dans le groupe des personnes en questionnement, ce qu'on voit, c'est que les 18 à 29 ans sont un peu plus présents, mais pas autant que chez le groupe des jeunes non-binaires. Donc, chez le groupe des jeunes non-binaires, en fait, c'est 84 % des personnes dans ce groupe-là qui ont entre 18 à 29 ans. Et chez le groupe des personnes binaires affirmées, on voit qu'il n'y a pas un groupe d'âge en fait, qui est plus présent. Donc, c'est un groupe dont les âges sont assez variés. Donc, ce n'est pas nécessairement l'âge qui est très parlant dans ce groupe-ci. En termes d'identité, on va voir que c'est en effet l'identité finalement qui a plutôt nommé les groupes. Dans le fond, dans le groupe en questionnement, on a 70 % des personnes dans ce groupe-là qui se sont identifiées comme étant justement en questionnement. Chez les jeunes non-binaires, c'est 55 % en fait des personnes qui se sont identifiées comme étant non-binaires, mais c'est vraiment le groupe, parmi les 6 groupes, où on a le plus de personnes qui se sont identifiées comme étant non-binaires. Et dans le dernier groupe, qui est binaire et affirmé, en fait, c'est 87 % des personnes dans ce groupe-là qui se sont identifiées soit comme étant des hommes trans ou des femmes trans, d'où le non-binaire, en fait. Alors, ma première question pour Mme Claude, en fait, c'est quand tu regardes ces chiffres-là, quand on croise l'âge et les identités de genre qui sont ressortis, est-ce que c'est des chiffres qui t'étonnent? Pas vraiment. C'est sûr que je suis en contact beaucoup avec la communauté, mais si on prenait les gens de ma génération, ça pourrait être un peu surprenant. Mais encore, par exemple, si on regarde chez les personnes binaires et affirmées, ben, il n'y a pas d'ambiguïté. On est homme ou on est femme en général. Donc, c'est affirmé ou le genre est affirmé. Donc, il n'y a pas de surprise là, dans ces chiffres-là. Les personnes à questionnement, ben, on y voit rapidement, sont en questionnement. Donc, il peut y avoir beaucoup de variables selon l'étape de la personne qui a été questionnée dans son questionnement. Par contre, ce qui est intéressant, c'est chez les non-binaires. On pourrait être très surpris de ça,
Il y a beaucoup de gens qui vont dire que c'est un effet de mode, mais ce n'est pas le cas. C'est qu'en fait, actuellement, qu'est-ce qui se produit dans la société? Il y a des mots. OK? Il y a des mots. Donc, on exprime son genre et il y a surtout des modèles. On a vu beaucoup dans les dernières années des comédiennes, chanteurs, chanteuses, etc. Des gens qui travaillent auprès des jeunes, à la télévision, des animateurs. On a Jay du Temple, entre autres, là, qui se présente de toutes sortes de façons, sans vraiment affirmer un genre ou l'autre. Donc, c'est vraiment des modèles qui deviennent là. Et ça permet, avec l'ouverture qu'on a maintenant aux gens, aux jeunes, c'est vrai que ça se fait beaucoup au niveau scolaire, là, où les jeunes sont encore en groupe, on va le voir plus apparaître. Le phénomène, ce n'est pas un phénomène, c'est normal. C'est qu'on permet aujourd'hui, ce qu'on ne nous permettait pas dans mon temps, d'exprimer notre ressenti, qui nous sommes. Alors, on sait très bien que dans la communauté, moi, dans mon cas, c'était AAB, BAA, c'était clair qu'il n'y avait pas d'entre-deux, ça n'existait pas pour moi. Mais maintenant, on peut exprimer, juste par sa façon de se vêtir. Moi, j'aime tel vêtement qui est selon les normes féminines, mais j'aime ça, je peux le porter. Parfait. Merci, Mme Claude, pour ton intervention. Donc, on va passer maintenant plus aux données justement qui portent sur les parcours de transition, que je pense que c'est quelque chose qui nous intéresse beaucoup. Alors, donc, ce qu'on voit en fait, c'est que chez les personnes en questionnement, il y a pratiquement personne, en fait, qui a fait une transition légale. Il y a personne qui a fait vraiment d'intervention, de transition médicale, mais il y a quand même un petit peu, mais à peine pas non plus d'intention de faire une transition médicale. Donc, pas de transition légale, pas d'intention de faire de transition tant que ça médicale, pas de transition médicale déjà fait, pratiquement pas non plus d'usage comme d'accessoires d'affirmation de genre. Et le seul point qu'on a qui est un peu plus présent, c'est au niveau de la transition sociale. Donc, ce qu'on a, c'est à peu près le quart de l'échantillon qui ont commencé à un peu changer leur apparence. Donc, un peu changer la façon dont je me coiffe, soit mettre du maquillage, arrêter d'en porter, soit changer comme ma pilosité, par exemple, la laisser pousser, la raser. Donc, c'est des choses comme ça qui ont commencé à être faites vers à peu près un quart des personnes. Mais sinon, il n'y a pas d'affirmation au niveau des pronoms ou d'un nouveau prénom. Donc, tout ça, ça n'a pas été fait. Donc, on voit que c'est vraiment des gens qui pas fait grand-chose, finalement, en termes de transition, vu justement que c'est des personnes qui sont en questionnement. Chez les jeunes non-binaires, ce qui est intéressant, c'est qu'on a vraiment une très, très, très forte présence de transition sociale. Donc, c'est pratiquement tout l'échantillon qui ont affirmé des nouveaux pronoms, un nouveau prénom, donc qui ont commencé vraiment à changer aussi leur expression de genre. Par contre, c'est juste à peu près le quart de l'échantillon qui a fait une transition qui est légale. Allô? C'est moi. Est-ce que c'est bon? Oui, parfait. Désolé pour ça. Donc, en termes de transition médicale, pratiquement personne dans l'échantillon le fait. Et on a à peu près 50 à 60 des personnes qui mentionnent avoir l'intention de le faire. Donc, ça démontre aussi une espèce de diversité de parcours chez les personnes non-binaires qui ont plutôt l'intention de le faire et des gens qui n'ont pas l'intention de le faire. Et on a aussi à peu près aussi la moitié de l'échantillon qui utilise des accessoires. On parle d'accessoires, on parle de binder, packer, faire du stocking, des prothèses. Donc, c'est ça aussi qu'on mentionne dans les accessoires. Chez les personnes binaires affirmées, donc c'était assez clair, on a à peu près 100% de l'échantillon qui a fait une transition sociale, légale, et qui ont déjà fait au moins une chirurgie ou qui prennent des hormones. En fait, les deux. Donc, c'est vraiment des personnes qui ont un parcours assez marqué à ce niveau-là. Et on a beaucoup moins justement d'usage d'accessoires, vu l'accès aux soins médicaux qu'il y a eu lieu. Donc, ma question pour toi, Mme Claude, c'est est-ce que ce que tu vois là, ça fait comme un parcours de transition avec les différents profils qu'on a vus, est-ce que ça fait écho avec ce que tu vois en fait sur le terrain? Beaucoup. Je vais commencer d'ailleurs par les gens binaires et affirmés. Écoutez, quand même que je voudrais demain matin me présenter, faire appeler monsieur. Là. Malheureusement, il y en a qui le font, mais tout mon aspect, tout est affirmé. Je suis une femme, bonjour. Alors, la personne affirmée, c'est clair, c'est visible. Donc, tout est fait, on n'a pas le choix de le faire avec la famille, de le faire avec les amis. À un moment donné, vous ne voulez pas. Il n'y a plus de barbe ici, il y a plus de choses. Encore là, Gabriel a de la barbe. Il y a une évidence. Donc, ça, c'est une chose qui est claire.
Alors, ces chiffres-là ne sont pas surprenants. Chez les personnes en questionnement, bien, c'est toujours sont en questionnement, où en sont-ils? Mais chez les jeunes non-binaires, c'est vraiment intéressant de voir tout ça. Et moi, il y a une chose qui est... Tu sais, je vois les chiffres sont peut-être, on ne voit pas vraiment les chiffres, mais que la transition légale ne soit pas complétée. C'est surtout là où le bas blesse, si on veut. Actuellement, dernièrement, le gouvernement, là, avec le PL2, avec la correction du PL2, ont accepté d'avoir la mention X. Mais là, c'est récent. Alors là, je sais que ça se bouscule à la sortie. Là, au directeur de l'État civil, il y a beaucoup de demandes. Il se fait des cliniques pour faire aider les gens à remplir le papier, pour faire leurs demandes. Alors, c'est pour ça que la transition légale n'était pas faite. Et je peux vous dire qu'actuellement, ce qu'on voit, là, il y a vraiment un bris quelque part, c'est qu'à la RAMQ, le X n'existe toujours pas. Ça a l'air que pour eux, c'est plus compliqué que les autres. Pourtant, au fédéral, ça fait longtemps que le X est là. Ça fait des années qu'ils savent que ça va venir. Alors, c'est pour ça qu'on voit cette nuance-là au point de vue de ce chiffre-là. Pour ce qui est de la transition envers la famille, tout ça, bien, veut pas, il y a de l'apparence. Et quand on commence à porter un petit peu de rouge à lèvres ou de maquillage ou de cutex, bien, veut pas. Ils commencent à avoir des apparences. Bien, les jeunes se livrent et c'est facile maintenant de se libérer parce qu'on en voit beaucoup. Parfait. Moi, ce que j'avais trouvé intéressant vraiment dans les chiffres quand on les avait sortis, c'est justement à quel point comme justement les personnes qui étaient non-binaires avaient vraiment beaucoup fait leur transition sociale. Donc, c'est des gens qui étaient quand même très affirmés socialement. Mais c'était quand même aussi un groupe qui avait une forte intention d'avoir accès à des soins médicaux sans les avoir déjà eus. Fait que je trouve ça aussi intéressant que finalement, l'échantillon qu'on avait, c'était aussi des personnes qui soit avaient des besoins qui avaient changé ou qui étaient peut-être un peu plus en début, en fait, de finalement d'avoir accès à ces soins-là ou de leur transition. Donc, c'était un groupe que je trouve intéressant aussi. C'est peut-être intéressant aussi du point de vue médical, quand on discute avec les personnes non-binaires, les choix, les besoins, les désirs sont tellement variables d'une personne à l'autre. C'est vraiment extraordinaire de voir ça. Là. Comme moi, je suis bien contente pour ces jeunes-là qui puissent vraiment s'exprimer vraiment à leur ressenti. Et aussi, je te rappelle, on dit jeunes, mais en fait, comme on sait, c'est du 18 à 29 ans, donc ce n'est pas non plus des adolescents ou des enfants. Jeune pour moi. Donc, on a quand même voulu vous montrer les chiffres un peu plus loin. Donc, on a analysé encore à d'autres niveaux. Donc, je vais vous présenter des chiffres qui concernent justement la santé mentale et les services. Alors, en ce qui concerne la santé mentale, on n'a pas une différence qui est statistiquement significative entre les groupes. Donc, les groupes ont respectivement 16, 14 et 20 de santé mentale qui est globalement positive ou on pourrait dire florissante. Donc, ce n'est pas très élevé, malheureusement, chez les trois groupes et il n'y a pas une différence là, qui est marquée, en fait, chez les trois groupes. Par contre, en ce qui concerne la transphobie intériorisée, là, oui, on a vraiment des différences, en fait. Dans le fond, chez le groupe en questionnement, c'était, si je ne me trompe pas, 63% en fait du groupe qui rapporte quand même de la transphobie intériorisée, alors que c'est 46% chez les jeunes non-binaires et 33% chez les personnes binaires et affirmées. Donc là, on a quand même des bonnes différences là, chez ces groupes-là. En ce qui concerne la thérapie de conversion, ce n'est pas non plus très significatif et ce n'est pas non plus au-dessus ou en dessous de la norme ou de la moyenne de l'échantillon total de sa vie. Si on inclut aussi les personnes LGBT at large. Donc, on est à peu près 5 % qu'on avait dit. Puis c'est un peu ce qu'on ressort aussi chez les personnes non-binaires en questionnement et trans qu'on vous présente aujourd'hui. Et on a aussi une donnée, en fait, que je vous dirais sincèrement, peut-être pas être certain de comment l'interpréter exactement, mais c'est sur le fait de savoir si les personnes ont un médecin de famille ou pas. Donc, c'est quand même un soin de base intéressant à savoir. Et chez les personnes binaires affirmées, il y a quand même il y a 91 % des personnes qui ont un médecin de famille, alors que ces chiffres-là descendent vraiment beaucoup pour les personnes en questionnement et chez les jeunes non-binaires à 71 % pour les personnes en questionnement. 71 % pour les personnes non-binaires et j'ai perdu mon chiffre. 63 %, exact. Donc 63 % pour les personnes non-binaires, et 71 % pour les personnes qui sont en questionnement.
Donc, ma première question pour toi, Marie-Claude, c'est comment est-ce que tu expliques ou que tu comprends qu'en fait, que les personnes binaires et affirmées n'ont pas une santé mentale qui est significativement plus élevée que les deux autres groupes? Bien, en fait, même si la transition est complétée, il reste que tous les stéréotypes, tous les préjugés sont encore présents, les craintes sont encore présentes, et c'est quand même là. On a beaucoup de craintes, on a vécu tout ça, veut pas, notre mental est affecté par tout ce qui a été vécu avant, pendant. Donc, une fois qu'on est affirmé, oui, on va théoriquement mieux, mais on demeure quand même, je dirais, sensible, plus sensible que la moyenne de la population, parce que le système a été régulièrement attaqué. Ça fait du sens ce que tu dis, parce que j'avoue que moi, j'avais eu l'attente, vu que les personnes en questionnement sont en questionnement. Puis les jeunes non-binaires, vu justement que c'est des gens qui n'ont pas eu accès à tous les soins qu'ils voulaient, à peu près 50 à 60 des gens avaient des intentions d'avoir accès à des soins, mais étaient en attente de réception de ces soins-là, alors que les personnes non-binaires ont eu accès à tous les soins dont elles avaient besoin. Donc, ça reste un chiffre qui m'a surpris. Mais oui, en effet, ça fait du sens si on pense au fait qu'on vit dans une société qui est cisnormative et transphobe. C'est que le mal est fait, en fait. À partir du moment où quand on débute une transition, c'est que ce mal-là est déjà fait. J'espère que pour les plus jeunes, ça va moins les affecter, là. Mais quand le mal est fait, veut pas, on a beau rencontrer des spécialistes, on ne peut pas effacer certaines choses de notre mémoire. Et mon autre question pour toi, ça concerne la donnée justement sur la transphobie intériorisée. Je l'ai trouvée vraiment très intéressante, le fait qu'elle soit si différente en fait chez les trois groupes. Qu'est-ce que tu en comprends, toi? Bien, oui, c'est un peu normal aussi, parce que, veut pas, au moment, la personne en questionnement, pourquoi être en questionnement? Souvent, c'est beaucoup, c'est peur, c'est crainte. OK? En fait, on a une peur. Cette peur-là nous appartient. On imagine que Martin va avoir un jugement. On imagine que Gabriel va dire des choses. On imagine, ben moi, je vais dire, une de mes craintes que j'avais quand j'ai débuté la transition, c'était de rencontrer une personne transphobe et manger une bonne volée. C'est des choses qui sont là, qui sont latentes, qui sont présentes. Avec la personne en questionnement, moi, quand j'étais en questionnement, en plus, à l'époque où je l'ai fait, je lisais les articles des revues américaines, puis là, on voyait que les personnes trans racisées se faisaient démembrer et tout ça. Veut pas, quand on est en questionnement, malheureusement, on ne regarde pas seulement le positif. Il faut dire que moi, maintenant, quand je donne des formations, quand je donne des conférences, je travaille toujours le côté positif. L'Internet est là pour faire le mauvais travail, mais effectivement, toute l'information négative qu'on reçoit alimente nos peurs, nous nourrit du côté de la peur. Alors, c'est pour ça que plus on avance dans le processus, évidemment, ça diminue. Moi, personnellement, maintenant que je vis femme à temps plein, j'ai vraiment aucun problème avec personne. Ça passe bien. Je suis même très fier de la femme que je suis. Donc, effectivement, j'ai beaucoup moins de transphobie. On va passer à la dernière diapositive qu'on a pour vous qui concerne les relations familiales. Donc, les données qu'on a, c'est concernant en fait le fait que la famille soit au courant ou non de l'identité de genre. Donc, en ce qui concerne les parents, donc les personnes en questionnement et les jeunes non-binaires, c'est à peu près la moitié donc, des personnes qui rapportent que leurs deux parents sont au courant. Alors que chez les personnes binaires affirmées, c'est encore une fois pratiquement 100% des personnes qui rapportent que les parents sont au courant. En ce qui concerne la famille élargie, donc on voit que chez les personnes en questionnement et chez les jeunes non-binaires, c'est plutôt comme un 15% des personnes qui rapportent que la famille est au courant, ce qui est beaucoup plus important chez les personnes binaires et affirmées. En ce qui concerne la fratrie, les personnes en questionnement, c'est à peu près le tiers qui rapporte que leur fratrie est au courant, le 2 tiers chez les personnes non-binaires et encore une fois, une majorité chez les personnes binaires. Et la dernière donnée qu'on a concerne les conflits familiaux reliés à la façon dont on exprime notre genre. Et là, on n'a pas de différence tant significative chez les trois groupes. En fait, les groupes rapportent peu ou quelques conflits avec la famille liés à l'expression de genre. Et quand j'ai présenté cette dernière donnée-là à Mme Claude, elle m'avait dit être surprise, en fait, de voir qu'il n'y avait que peu ou quelques conflits. Veux-tu nous en dire plus? Enfin, oui, ça m'étonne un peu,
Parce qu'il y a un phénomène, en tout cas que moi, personnellement aussi, j'ai vécu. Souvent, lorsqu'on va commencer à faire un coming out à la famille, entre autres, automatiquement, souvent, à cause encore là des préjugés et des stéréotypes, la famille va réagir en mode protection. Et même, je dirais, en mode de surprotection, qui est une protection qui devient toxique. En nous disant, par exemple, « Hé, fais pas ça, que c'est que les gens... » En fait, là, toutes les peurs qu'on avait accumulées, là, ils nous les rejettent vraiment devant nous. Là. Ouais, mais c'est que le monde va penser, c'est que ta grand-mère va penser, c'est que ta belle-mère va penser, c'est que ton cousin, ta cousine, ton employeur, et tu vas perdre ta job. Il y a beaucoup, beaucoup de choses comme ça qui reviennent. Alors, c'est surtout là où les conflits se font, souvent. Malheureusement, pour la personne qui fait ça, elle le fait souvent dans l'esprit de protection de la personne. Ils ne voudraient pas qu'il lui arrive de quoi. Alors, ils prennent sur leurs épaules une chose qui ne leur appartient pas et ça donne le résultat que ça développe des conflits, malheureusement, parce que la personne qui reçoit ça va résister à ça. Parce que, justement, à partir du moment où tu fais un coming out, c'est que tu as besoin de vivre ta vie, tu as besoin de vivre ton genre, ta réalité, mais là, on dit de ne pas le faire. Et personnellement, moi, quand j'ai commencé ma transition médicale à 62 ans, je veux dire, rendu à cet âge-là, là, quand même, tu me dirais, il ne fallait pas. Puis un jeune, aujourd'hui, de la manière qu'il avance, je pense que le fait de lui dire de ne pas faire quelque chose, il va y aller encore plus vite. Puis moi, je trouve donc important que le jeune, qu'importe la personne, que chacun aille à son rythme. On a un rythme qu'on doit respecter. On doit se respecter dans ça. Alors, quand quelqu'un tente de nous empêcher de faire de quoi, qu'importe la catégorie d'âge, ça ne marche pas. On va se boquer, on va se barrer, puis quitte à beaucoup de gens vont même couper les relations. Bien, merci, Mme Claude, pour ton interprétation.